Alors, c'est la deuxième séance que je vais consacrer aux vicissitudes du génie. Et aujourd'hui, il va être question de la reconnaissance du génie, ou parfois aussi de sa non-reconnaissance. Car en fait, les vicissitudes du génie découlent très souvent des manières dont il est reconnu. Ainsi que nous l'avons vu la semaine dernière, les discussions du génie procèdent très souvent par simple affirmation. L'étendue de l'esprit, la force de l'imagination et l'activité de l'âme, voilà le génie. Et devant son siècle, qui ne peut le suivre, etc. Il en va de même pour les individus. Le sublime et le génie brillent dans Shakespeare. Et d'autres écrivains se voient désignés pour leur génie, notamment Homère et le poète anglais Milton. Tout ça, c'est l'article génie de l'encyclopédie. Ce sont ce qu'on appelle des définitions ostensives. Ostensives et donc incontestables. Incontestable dans la mesure où le vocable fonctionne comme un absolu au-delà de toute comparaison. Prononcer le mot de génie, c'est exprimer un jugement pour lequel on ne va pas vous demander des justifications. Les discussions du génie en sont très souvent, bien que pas toujours, également l'éloge. Les commentaires ne partent pas forcément de données, de faits ni de preuves. Ou bien c'est la reconnaissance subjective du génie qui est avancée comme preuve. Reconnaissance qui va souvent de pair avec un aveu de l'impossibilité d'une reconnaissance objective. Comme en témoigne encore la conclusion de l'article génie. Il est mieux senti que connu par l'homme qui veut le définir. Ce serait à lui-même à parler de lui. Et cet article, que je n'aurais pas dû faire, c'est Saint-Lambert qui parle, ça va, devrait être l'ouvrage d'un de ces hommes extraordinaires qui honorent ce siècle et qui, pour connaître le génie, n'aurait eu qu'à regarder en lui-même. Et la note renvoie à Monsieur de Voltaire, par exemple. L'idée que seul l'homme de génie soit capable de reconnaître le génie se retrouve aussi dans l'article du génie du dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau, publié en 1767, une dizaine d'années après l'article de l'encyclopédie où Rousseau avertit son lecteur en disant « Ne cherche point, jeune artiste, ce que c'est que le génie. En as-tu, tu le sens en toi-même. N'en as-tu pas, tu ne le connaîtras jamais. » Mais celui qui a du génie n'est pas nécessairement capable de renseigner sur le génie, tout particulièrement quand il s'agit de l'enthousiasme, phénomène épisodique où le génie, comme on l'a vu la semaine dernière, est, pour ainsi dire, le plus génie. Et c'est ce que reconnaît Condillac, par exemple, dans son essai sur l'origine des connaissances humaines. On ne peut analyser l'enthousiasme quand on l'éprouve, puisqu'alors on n'est pas maître de sa réflexion. Mais comment l'analyser quand on ne l'éprouve plus ? Diderot reprend cette contradiction dans ses entretiens sur le Fils naturel, rédigé en 1756, texte donc plus ou moins contemporain de l'article génie de l'encyclopédie. Le narrateur du texte, moi, observe le poète Dorval, qui est sous l'effet de l'enthousiasme. Les signes physiologiques de l'enthousiasme sont bien visibles à l'observateur. Frémissement, halètement, échauffement et un torrent d'idées qui se verse au dehors, comme l'écrit Diderot. Mais le moment passé, Dorval n'en a plus aucun souvenir, ainsi que le raconte le narrateur qui l'avait observé au plus fort de son enthousiasme.
Dorval éprouvait à l'instant l'état qu'il peignait. Il se fit entre nous un silence pendant lequel je vis qu'il se tranquillisait. Bientôt, il me demanda, comme un homme qui sortirait d'un sommeil profond, « Qu'ai-je dit ? Qu'avais-je à vous dire ? Je ne m'en souviens plus. » Cette incapacité du génie à décrire le parcours qui lui a permis de créer son œuvre est la raison pour laquelle, chez Kant, le génie est censé se déployer dans ce qu'il appelle les beaux-arts, catégorie qui comprend aussi la poésie et la littérature. Mais malgré le caractère obscur de son opération, le génie est toutefois perçu dans les commentaires de l'époque comme une évidence. Il est facilement reconnu par son public grâce à l'émotion qu'il suscite. La sensibilité qui caractérise le génie se transmet au public par l'intermédiaire de l'œuvre, par la capacité que possède l'artiste ou le poète de génie de représenter des objets ou des situations qui, dans la réalité, auraient produit des effets sur celui qui les voit. L'artiste de génie, doué d'une sensibilité exceptionnelle, se laisse pénétrer par ces effets à tel point qu'il peut les recréer avec la même charge d'émotion qu'il avait lui-même vécue en leur présence réelle. Dans son éloge de Richardson, Diderot évoque l'expérience du lecteur qu'il était au contact avec l'œuvre du romancier de génie, le génie que Richardson à ses yeux. Oh, Richardson, on prend, malgré qu'on en ait, un rôle dans tes ouvrages. On se mêle à la conversation, on approuve, on blâme, on s'irrite, on s'indigne. Mon âme est étendue dans une agitation perpétuelle. Ce qui, pour Diderot, est la preuve que l'auteur n'a pas fait un pas qui ne soit de génie et qu'il mérite une place aux côtés d'Homère, d'Euripide et de Sophocle, dont le génie est déjà consacré. En somme donc, c'est en considérant les effets qu'il produit chez le lecteur ou le spectateur qu'on reconnaît le génie d'un auteur ou d'un peintre. Et ces effets ont un tel impact que le public, lecteur ou spectateur, ne saurait se tromper. Mais l'évidence dont jouit le génie au XVIIIe siècle par son efficacité émotionnelle va toutefois s'éclipser. Victime en quelque sorte du dynamisme propre au génie qu'on a vu la semaine dernière et de son caractère prime-sautier. Ainsi que l'avait dit l'article Génie de l'Encyclopédie, le génie devance son siècle, lequel, en effet, ne peut pas toujours le suivre, ce qui, notamment, est le cas au XIXe siècle, où le génie se voit autant méconnu qu'il n'est célébré. L'usage du mot génie se propage au XIXe siècle, quoiqu'au prix d'un certain flou. Le mot s'emploie en effet couramment dans plusieurs domaines, associant vaguement caractère et prééminence. À commencer par le génie du christianisme de Chateaubriand en 1802 ou le génie de l'homme de Chênedollé, 1807. Le génie de la France à l'exposition universelle de 1855 figure aussi dans ce panorama génial, ainsi que le génie du XIXe siècle lui-même dans le volume du même titre, Génie du XIXe siècle, ou esquisse des progrès de l'esprit humain depuis 1800 jusqu'à nos jours, d'Edward Hallett, le livre paraît en 1842-43. Sans parler encore du génie de l'épicerie et des branches accessoires, publié en 1827, ou du génie du tailleur, innovation d'une méthode de coupe facile à apprendre seul, en 1879. Et j'en passe, il y en a des milliers. Mais le poète, dont le nom est synonyme de génie pour les romantiques,
se voit ou se sent progressivement exclu de ces éloges omniprésents du génie, d'autant que le génie qu'on y célèbre est souvent associé à des progrès matériels et industriels, bien plus qu'à ceux de l'esprit humain. Le jeune poète Chatterton, on l'a vu la semaine dernière, tel qu'il figure dans la pièce d'Alfred de Vigny, dont la première représentation eut lieu en 1835, en est un exemple. Victime de l'incompréhension de la part de l'industriel bourgeois John Bell et du maire de Londres qui dénigre ses poésies, Chatterton dénonce les valeurs d'une société mercantile qui ne veut pas reconnaître la valeur autrement précieuse des vrais trésors que le poète peut offrir à son pays. Il en va de même pour les deux autres poètes, Nicolas Gilbert et André Chénier, qui figurent aux côtés de Chatterton dans le recueil Stello que Vigny publie en 1832, où ils sont tous les trois également incompris par leurs contemporains, et ce, quel que soit le régime sous lequel ils vivent. L'Ancien Régime pour Gilbert, la Terreur pour Chénier. Et Vigny de conclure dans la préface qu'il rédige pour Chatterton, la pièce, que le poète ne sera compris ni par la multitude, ni par le pouvoir, mais uniquement par quelques rares lecteurs. Son langage choisi n'est compris que d'un petit nombre d'hommes choisis lui-même. Il leur crie « Écoutez-moi et faites que je vive ». Mais les uns sont enivrés de leurs propres œuvres, les autres sont dédaigneux et veulent dans l'enfant la perfection de l'homme. La plupart sont distraits et indifférents, tous sont impuissants à faire le bien. Ils répondent « Nous ne pouvons rien ». Le public dont l'accueil garantissait naguère la reconnaissance incontestable du génie semble s'être désormais volatilisé. Et le génie est destiné à subir dans la solitude les souffrances qui découlent de cette incompréhension. Les poètes romantiques se donnent donc pour tâche d'afficher cette solitude imposée au génie. Commentant son poème Moïse, écrit en 1822, Vigny explique que le prophète représente, je cite, sans vous donner le texte parce que c'est très court, le prophète Moïse représente l'homme de génie las de son éternel veuvage et désespéré de voir sa solitude plus vaste et plus aride à mesure qu'il grandit. Pour Vigny, il s'agit à la fois de s'identifier avec Moïse et aussi de susciter une reconnaissance de la part du public pour les souffrances de l'homme de génie associées à cette solitude et à cette incompréhension de la part du public. Les souffrances du poète malheureux servent en effet de thème majeur aux poètes des années 20 qui cherchent à faire reconnaître le génie incompris en faisant le portrait, où ses malheurs sont au premier plan. Ainsi, Lamartine qui déclare tout simplement que tout génie est martyr. Quant à Victor Hugo, il affirme dans son poème à Monsieur de Chateaubriand, génie à ses yeux, le génie a partout des symboles sublimes. Ses plus chers favoris sont toujours des victimes et doivent au revers l'éclat que nous aimons. Une vie éminente est sujette aux orages, la foudre a des éclats, le ciel a des nuages, qui ne s'arrêtent qu'au grand mont. Le poète offre au génie qu'est Chateaubriand la reconnaissance que le public lui refuse. Et dans un geste sans doute quelque peu pervers, Hugo va jusqu'à suggérer que la souffrance est déjà, en soi, une forme de reconnaissance, ou même que les malheurs et les vicissitudes constituent en quelque sorte la preuve du génie.
De toute façon, évoquer les malheurs du génie, c'est lui rendre une espèce d'hommage, ainsi que le déclare Hugo, toujours dans le poème à Monsieur de Chateaubriand. Oui, tout grand cœur a droit aux grandes infortunes, aux âmes que le sort sauve des lois communes. C'est un tribut d'honneur par la terre payé. La cause de l'incompréhension subie par le génie réside en partie dans le caractère de la société où il vit, comme on l'a vu chez Vigny. Pour les poètes des années 20, c'est, selon Lamartine, la société post-révolutionnaire gérée par les valeurs mercantiles et calculatrices que Vigny dénonce dans Chatterton. C'est ainsi que l'exprime Lamartine dans ses Méditations poétiques. Mais au déclin, quel souffle avide de notre âge a séché les fleurs, et quoi, le lourd compas d'Euclide étouffe nos arts enchanteurs. Élan de l'âme et du génie, des calculs, la froide manie chez nos pères vous remplaça. Ils posèrent sur la nature le doigt glacé qui la mesure, et la nature se glaça. Le problème réside aussi dans le langage du poète lui-même, un langage inédit qui refuse les règles et les conventions du passé pour s'inventer uniquement à partir de l'expérience intime du poète. Comme le dit Lamartine dans sa préface aux Méditations poétiques, je suis le premier qui ait fait descendre la poésie du Parnasse et qui ait donné à ce qu'on nomme la muse, au lieu d'une lyre à sept cordes de convention, les fibres même du cœur humain, touché et ému par les innombrables frissons de l'âme et de la nature. Cela étant, le poète a du mal à se faire comprendre par le grand public, comme le précise encore Vigny quand il disait « son langage choisi n'est compris qu'un petit nombre d'hommes choisis lui-même ». L'abandon des règles et la vision individuelle du génie, célébrée au XVIIIe siècle, sont désormais la cause du manque de reconnaissance dont l'absence le fait toutefois souffrir. À défaut de reconnaissance générale et partagée, c'est cette reconnaissance que le poète propose de fournir à ses confrères, faisant du poème une sorte de communication intime entre deux génies. Le poème de Lamartine, intitulé justement « Le génie », est dédié au philosophe Louis de Bonald, l'homme au poète anglais Lord Byron, la gloire à un poète exilé anonyme, et ainsi de suite. Le poète fait l'éloge des qualités du génie dans le poème de ce nom et, en connaissance de cause, lui offre ses encouragements. Mais quoi, tandis que le génie te ravit si loin de nos yeux, les lâches clameurs de l'envie te suivent jusque dans les cieux. Crois-moi, dédaigne d'en descendre. Ne t'abaisse pas pour entendre ces bourdonnements détracteurs. Poursuis ta sublime carrière. Poursuis. Le mépris du vulgaire est l'apanage des grands cœurs. La poésie a donc pour fonction de suppléer au manque de reconnaissance de la part du vulgaire. Il en va de même chez Hugo, qui signe aussi un poème intitulé « Le génie ». Encore une fois, plutôt que d'en faire un simple portrait, le poète s'adresse directement au génie, Chateaubriand en l'occurrence de nouveau. La poésie devient une espèce de dialogue entre poètes qui se poursuit au-dessus de la tête de la multitude ou de ce que Lamartine appelle le vulgaire. Et c'est ainsi que le présente Hugo dans son poème à Monsieur de Lamartine. Naguère, une même tourmente, amis, battait nos deux esquifs.
une même vague écumante nous jetait au même récif. Les mêmes haines débordaient, gonflées sous nos nefs inondées, leurs flots toujours multipliés. Et, comme un océan qui roule, toutes les têtes de la foule hurlaient à la fois sous nos pieds. En s'offrant réciproquement la reconnaissance, en tant que génie incompris par la société, les poètes laissent supposer, laissent entendre que la reconnaissance du génie est, pour ainsi dire, de par elle-même, la preuve du génie. Les génies se reconnaissent entre eux et il n'y a que le génie qui puisse reconnaître le génie chez autrui. Reconnaître le génie d'autrui devient subrepticement, ou plutôt pas toujours aussi subrepticement, le moyen de faire reconnaître le sien. Mais pour en rester encore un moment avec Hugo, sa relation à la multitude, par laquelle le génie se sent incompris, a toutefois une autre dimension susceptible en principe de les réunir. Devancer son époque ne signifie pas seulement s'en voir exclu, mais cela peut permettre aussi au génie de s'ériger en prophète pour mener son peuple vers un avenir dont il peut bénéficier. Déjà en 1824, dans sa préface aux Odes et Ballades, Hugo se propose comme guide de son peuple. Le poète, lauréat de sa diérèse, doit marcher devant les peuples comme une lumière et leur montrer le chemin. Il doit les ramener à tous les grands principes d'ordre, de morale et d'honneur. Et pour que sa puissance leur soit douce, il faut que toutes les fibres du cœur humain vibrent sous ses doigts, comme les cordes d'une lyre. Le vulgaire peut donc s'appeler aussi peuple. Et le rôle de leader dont se réclame le poète se trouve conforté chez Michelet, dans son livre Le Peuple, où l'homme de génie est célébré pour le lien intime et instinctif qui le rattache à son peuple, dont il devient en quelque sorte la porte-parole, voire une espèce d'incarnation. Il sera reconnu par le peuple dans la mesure où il lui permet de s'épanouir et de se réaliser par son intermédiaire au-delà de ses capacités jusqu'alors étouffées. Le peuple, dit Michelet, le peuple en sa plus haute idée se trouve difficilement dans le peuple. Que je l'observe ici ou là, ce n'est pas lui, c'est telle classe, telle forme partielle du peuple, altérée et éphémère. Il n'est dans sa vérité à sa plus haute puissance que dans l'homme de génie. En lui réside la grande âme. Tout le monde s'étonne de voir les masses inertes vibrer au moindre mot qu'il dit. Les bruits de l'océan encore une fois, les bruits de l'océan se tairent devant cette voix, la vague populaire traînée à ses pieds. Pourquoi donc s'en étonner ? Cette voix, c'est celle du peuple. Muet en lui-même, il parle en cet homme et Dieu avec lui. Au lieu de rejeter ou de persécuter le génie, le peuple, désormais, vibre au moindre mot qu'il dit. Vibration qui offre au génie une reconnaissance due au fait qu'il contient dans son âme la vérité du peuple, quoique sous une forme que ne posséderait pas ce peuple sans le génie qui lui permet de la réaliser. Dans son William Shakespeare, long essai de 1864, consacré non seulement à Shakespeare, mais aussi à une série de génies du passé, depuis Éschyle
jusqu'à Beethoven, en passant par Job, Isaïe, Saint Paul, Dante, Rembrandt et d'autres, Hugo va reprendre ce thème pour accorder à l'homme de génie le rôle d'un leader qui permet à la nation de faire avancer l'histoire, de passer d'un siècle à l'autre, d'une ère à l'autre, pour réaliser son potentiel et retrouver ainsi sa place dans le monde. En saluant les grands génies du passé, comme il saluait les poètes contemporains dans les années 20, Hugo se propose lui-même pour répondre à l'appel d'un tournant historique sous prétexte que les génies surgissent à toutes les crises décisives de l'humanité. Il résume les phases et complète les révolutions. Au lendemain de la Révolution française, il revient au génie, dit Hugo, de remplir le soin immense qu'est la mise en marche du genre humain et d'assurer enfin la fermeture de la porte monarchique que le XIXe siècle entend, je cite, « rouler sur ses gonds ». Car, poursuit-il, le génie ne s'appartient pas, il appartient à son apostolat. Le génie n'est pas fait pour le génie, il est fait pour l'homme. Bref, Hugo brosse ici le portrait du génie guidant le peuple, faisant écho à Michelet pour accorder à ce personnage un lien avec le peuple dont la reconnaissance semblait naguère lui avoir totalement manqué. Ce que disent les poètes au sujet du génie dans cette première moitié du XIXe siècle correspond à un vœu ou à un fantasme de leur part, plutôt qu'à une réalité objective. Ils étaient bien reconnus par le vulgaire, la multitude, le peuple. Dans le temps qui nous reste aujourd'hui, nous allons changer de perspective pour nous pencher sur la question de l'exploration matérielle du génie, la recherche d'indices physiques, voire physiologiques, de sa présence. L'intimité et l'éloge vont céder la place à une objectivité apparemment assurée par une analyse scientifique. Le génie en tant qu'ingénium, caractère ou disposition, comme on l'a vu la semaine dernière, était conçu pour des raisons évidentes en termes de son intériorité à l'individu, ce qui permettait de supposer l'existence d'un lien entre l'esprit et le corps. À l'époque des théories humorales du corps humain, ce lien allait de soi, dans la mesure où chacun des humeurs était associé à un type de tempérament. Le sang, par exemple, donne un caractère sanguin, chaleureux. Le flegme donne un caractère lymphatique. La bile jaune, un caractère bilieux. Et la bile noire, un caractère mélancolique. À ces humeurs s'ajoutaient en plus des associations aux 4 éléments avec leurs températures respectives et des degrés différents de sécheresse et d'humidité, ce qui, pour le mélancolique, associe la bile noire, froide et sèche, à la terre, par exemple. Selon le pseudo-Aristote, qui était peut-être Aristote lui-même, on n'en sait rien, dans le problème 31, la bile noire était censée être l'humeur qui distinguait ce qu'il appelle les hommes d'exception dans les domaines de la philosophie, la science de l'État, la poésie et les arts. Les hommes d'exception, qu'on nomme aujourd'hui génie, étaient perçus comme des mélancoliques dont le caractère était dû à la prépondérance de la bile noire dans leur corps. Et j'y reviendrai la semaine prochaine quand il sera question des pathologies du génie. Cette tradition humorale persista jusqu'au XVIIe siècle et il en reste des traces au-delà de cette date, comme par exemple dans les réflexions critiques de l'abbé Dubos, notamment en ce qui concerne le sang et la chaleur.
Et voici ce qu'en dit Dubos. Je conçois que le génie de leurs arts, des peintres et des poètes, consiste dans un arrangement heureux des organes du cerveau, dans la bonne conformation de chacun de ces organes, comme dans la qualité du sang, laquelle le dispose à fermenter durant le travail, de manière qu'il fournisse en abondance des esprits aux ressorts qui servent aux fonctions de l'imagination. J'ai supposé que le sang de celui qui compose s'échauffa, car les peintres et les poètes ne peuvent inventer de sang-froid. On sait bien qu'ils entrent en une espèce d'enthousiasme, comme celui de Dorval chez Diderot, lorsqu'ils produisent leurs idées. Aristote, et c'est celui dont il était question à l'instant, Aristote parle même d'un poète qui ne composait jamais mieux que lorsque sa fureur poétique allait jusqu'à la frénésie. Dubos dit toutefois qu'il se défie des explications physiques attendu l'imperfection de cette science dans laquelle il faut presque toujours deviner. Et ça va être toujours le cas, mais d'autres sont un peu moins modestes que Dubos. Cette difficulté n'empêche pas les commentateurs de se livrer à des spéculations d'ordre physique. Pour Diderot, par exemple, en plus de ce qu'il appelle la cervelle, le diaphragme est le siège de la sensibilité et de l'imagination indispensable au génie, ainsi qu'il l'affirme dans sa réfutation d'Helvétius, où il précise qu'une imagination forte et vive va de pair avec un diaphragme très mobile. Dans son essai sur les femmes, qui s'appelle « Sur les femmes », il prétend par ailleurs que c'est l'utérus qui est l'organe du génie chez le sexe féminin. La femme porte au-dedans d'elle-même un organe susceptible de spasmes terribles, disposant d'elle et suscitant dans son imagination des fantômes de toute espèce. C'est dans le délire hystérique qu'elle revient sur le passé, qu'elle s'élance dans l'avenir, que tous les temps lui sont présents. C'est de l'organe propre à son sexe que partent toutes ces idées extraordinaires. Quand elles ont du génie, je leur en crois l'empreinte plus originale qu'en nous. À une époque dont on n'a pas encore vu la fin, même aujourd'hui, où le génie était considéré comme étant nécessairement, ou du moins largement, un attribut masculin, cette reconnaissance du génie au féminin, aussi fantaisiste qu'elle soit, se distingue par sa rareté. L'association de création avec procréation, confortée par l'étymologie latine du mot génie, dérivé de gignere, créer, produire, comme on l'a vu la semaine dernière, cette association a fait que le génie fut conçu par certains commentateurs comme ayant un caractère essentiellement spermatique. C'est le cas notamment de Julien-Joseph Viret, qui signe une notice sur le génie dans le Dictionnaire des sciences médicales de 1817. Et là où Diderot voyait dans l'utérus le siège éventuel du génie chez les femmes, Viret, quant à lui, ne veut accorder à cet organe que la capacité strictement biologique à créer de nouveaux êtres. Le génie peut fleurir au contraire de lui seul par une forte virilité chez l'homme très mâle. Toute effémination le refroidit. Et là où elle n'est pas seulement le contraire du génie, la femme est censée constituer une menace pour le génie. Et Viret de préciser que aucun des grands génies de l'Antiquité n'était très adonné aux femmes. Et en outre, que l'on a constamment observé que les eunuques manquaient de génie.
C'est donc, selon lui, du côté d'une physiologie masculine qu'il faudrait chercher le siège du génie. Ce lien entre physiologie et génie va s'approfondir ou s'élargir au cours du XIXe siècle, grâce en partie au développement important des sciences médicales, où Virey sera bientôt dépassé par ses successeurs. Au tournant du siècle, la physionomie de Johann Caspar Lavater et la phrénologie de Franz Joseph Gall laissaient entrevoir la possibilité d'identifier des indices extérieurs et observables du génie. L'image que j'ai choisie pour la publicité de ces conférences vient de Lavater, qui prétend que ses yeux expriment le caractère du génie. Vous allez voir pour vous-même si ça va pour vous. L'image que j'ai choisie... Pour lui, le degré d'esprit, de sensibilité ou de génie chez un individu est exactement, je le cite, marqué dans les traits du visage et surtout dans la structure de la tête. Cette insistance sur l'exactitude est à retenir dans cette affirmation, même si les preuves que fournit Lavater peuvent paraître vagues ou impressionnistes, surtout quand il dit par exemple que les soi-disant génies intensifs sont plus lents et lourds dans leurs mouvements et qu'ils ont le front plus prononcé, alors que les génies étendus se reconnaissent par leur visage allongé. Selon Gall, vers la même époque, le génie se révèle dans la forme du crâne, qui se distingue facilement de celui des idiots, c'est le terme utilisé par Gall d'une part, et des gens médiocres de l'autre. Chez les poètes, Gall prétend qu'on observe des proéminences dans la partie antérieure latérale de la tête, au-dessus des tempes. Et il va jusqu'à déclarer que la poésie est le produit d'une certaine formation cérébrale. C'est le développement considérable d'une partie cérébrale déterminée qui produit le talent poétique. Je puis indiquer avec exactitude, encore une fois, cette insistance sur l'exactitude, avec exactitude, la région de la tête où cette partie cérébrale est placée et décrire la proéminence par laquelle elle se manifeste dans la crâne. Comme on le sait, la phrénologie va servir d'inspiration à Balzac, qui a très tôt pris connaissance de ses travaux grâce aux traductions françaises de ces deux auteurs qui parurent dans les premières décennies du siècle. L'homme de génie chez Balzac, dont il existe plusieurs parmi les personnages de la comédie humaine, a la tête grande, le front large qui se recommande par une ampleur poétique et porte le sceau du génie. Il a le regard magnétique et son menton se profile à la Bonaparte. Et en ce qui concerne Balthazar Claës, par exemple, dans la recherche de l'absolu, son large front offrait d'ailleurs les protubérances dans lesquelles Gall a placé les mondes poétiques. Ses yeux, d'un bleu clair et riche, avaient la vivacité brusque que l'on a remarquée chez les grands chercheurs de causes occultes. Mais en général, la phrénologie de Balzac a un destin bien moins exact et bien plus métaphorique et poétique que matériel ou scientifique. Et c'est la profession médicale qui va poursuivre la question de la relation entre corps et esprit chez le génie. Mais ce fut au prix d'une perspective qui fait du génie une forme de pathologie dont il sera question la semaine prochaine. Donc, on laisse de côté les sciences médicales jusqu'à la semaine prochaine. Et on va s'occuper maintenant des
psychologue. Les sciences médicales connaissent en France un essor important au XIXe siècle et il en va de même pour la psychologie, notamment dans les dernières décennies du siècle, quand les Français sont à l'avant-garde des développements scientifiques dans ce domaine. La question du génie figure dans des enquêtes menées par les psychologues de l'époque qui cherchent à établir des critères concrets et fiables pour l'identifier. Pour la première fois, le génie se voit soumis à des tests de mensuration, d'abord dans les travaux du psychologue Alfred Binet et ensuite dans ceux d'Édouard Toulouse. Je reviendrai à Binet encore une fois dans une autre conférence pour me pencher sur le test de l'intelligence qu'il inventa et qu'on connaît sous le nom de QI. Mais c'est le phénomène des calculateurs prodiges dont il va être question aujourd'hui. En plus des arts, les mathématiques constituent une autre sphère où le génie est censé s'épanouir. Pascal, par exemple, a souvent été salué comme génie et ses dons précoces en mathématiques jouent un rôle important dans cette désignation. Au XIXe siècle, précocité et génie dans le domaine des mathématiques s'associent dans le cas des jeunes calculateurs prodiges. C'étaient des garçons, souvent sans éducation, qui firent preuve de dons exceptionnels en calcul. Les scientifiques français commence à s'intéresser à ces jeunes calculateurs et tout particulièrement à Jacques Inaudi, d'origine italienne, ainsi qu'à Périclès Diamandi, d'origine grecque, dont les prestations semblaient tenir du miracle. En 1892, l'astronome Camille Flammarion jugea que Jacques Inaudi était, je cite, le calculateur le plus extraordinaire des temps modernes. En 1880, le garçon, qui avait alors 12 ans, fut reçu par la Société d'anthropologie de Paris, présidée par Paul Broca, anatomiste et anthropologue, connu pour ses travaux neuroscientifiques. Broca s'intéressa aux techniques mathématiques employées par le garçon qu'il analysa pour conclure que les dons du jeune calculateur se trouvaient du côté de sa mémoire, dont l'opération attire l'attention du scientifique qui lui consacre une étude publiée dans les bulletins de la Société d'anthropologie de Paris en 1880. En février 1892, ce fut au tour de l'Académie des sciences de convier Inaudi et de poursuivre les recherches entamées par Broca, décédé dans l'entretemps. L'Académie confia au professeur Charcot la tâche d'approfondir l'analyse de Broca sur la fonction de la mémoire chez le jeune calculateur. Les expériences que Charcot réalisa à l'hôpital Salpêtrière démontrèrent que Inaudi avait en effet une mémoire de type auditif plutôt que visuel, ce qui est plutôt rare. Cette observation fut développée ensuite par Alfred Binet, alors assistant de Charcot à la Salpêtrière, et il publia en 1894 un livre intitulé « Psychologie des grands calculateurs et joueurs d'échecs », où il rassembla ses recherches sur plusieurs calculateurs prodiges, dont Jacques Inaudi. Dans le cadre des expériences qu'il réalisa dans son laboratoire, il compara la performance mathématique d'Inaudi avec celle de quelques caissiers du bon marché et de lycéens aussi, où il s'avéra que les dons strictement mathématiques d'Inaudi n'avaient en réalité rien d'exceptionnel. Les expériences de Binet n'étaient ni subjectives, ni impressionnistes. Tout fut strictement mesuré, comme en témoignent les tables qui illustrent l'étude de Binet, où l'on constate par exemple que le temps des divers calculs est traqué à la demi-seconde près.
Alors là, vous avez, dans le test des additions, vous avez Inaudi, vous avez 2 caissiers et 3 élèves, et vous allez remarquer que, en fait, les élèves dépassent de loin le petit qui n'était plus très petit, Inaudi, et qu'il en allait de même pour les 2 caissiers. Donc rien d'extraordinaire, et vous voyez que le temps est mesuré à la demi-seconde. Donc ils étaient là avec leur montre pour calculer la vitesse avec laquelle les calculateurs trouvaient la bonne réponse. Si bien que les calculs du psychologue servent à analyser l'opération des calculs chez le supposé prodige. Et c'est d'ailleurs comme tel que Binet désigne Inaudi, et il se garde d'employer le mot génie à son propos. Même si pour le public la distinction n'existe pas, Binet fait la part entre les calculateurs prodiges comme Inaudi ou Diamandi, chez qui les dons n'évoluent pas, et ceux qui, comme Gauss ou Ampère, par exemple, sont devenus de grands mathématiciens une fois arrivés à l'âge adulte. Ce sont ces derniers chez qui Binet reconnaît volontiers le génie des mathématiques. Si Binet peut avoir l'air de soumettre le génie aux vicissitudes de ses propres calculs, il n'avait pas pour but de dénoncer la semblance de génie chez ses calculateurs prodiges. Il s'agissait plutôt pour lui d'éclairer et d'expliquer les processus cognitifs qu'ils employaient. Ce faisant, le génie devient un objet d'observation potentiel et non plus d'éloge ou de sympathie tel qu'on le trouve chez les poètes romantiques. Binet admet toutefois que le même genre d'analyse appliquée aux hommes de génie, choisis parmi les savants et les artistes, s'avérerait être autrement difficile et que chez eux, il serait assez difficile ou presque impossible de mesurer le degré de l'intelligence. D'autant que les manifestations de leur génie sont si variées et en même temps dépendent si étroitement de circonstances accidentelles qu'on ne peut pas les réduire à une commune mesure et la précision qu'on voudrait y mettre serait un trompe-l'œil. Qui pensera... Est-ce que c'est... Non. Qui pensera, demanda-t-il, à comparer Victor Hugo et Napoléon, les 2 grands génies du XIXe siècle. Mais l'ambition de trouver une mesure exacte du génie ne disparaît pas pour autant, et c'est Édouard Toulouse qui va la poursuivre. Médecin et anthropologue par sa formation, il mène 2 enquêtes sur le génie, la première en 1896 sur Zola, et la deuxième l'année suivante sur le mathématicien, un vrai cette fois, Henri Poincaré, réalisées toutes les 2 dans son laboratoire de psychologie expérimentale. C'est encore une fois dans le cadre d'un laboratoire qu'on va chercher à reconnaître les marques du génie. Les 2 études s'intitulent « Enquête médico-psychologique sur la supériorité intellectuelle », indiquant dès l'abord que c'est en ces termes de supériorité intellectuelle que le génie est envisagé. Pour le docteur Toulouse, le génie n'est pas autre chose qu'une extrême supériorité cérébrale. Et l'originalité qu'on avait toujours reconnue au génie devient pour lui une question de la manière de penser autre. Les génies, dit-il, pensent autrement que leurs contemporains, et c'est pour cela, selon lui, que le psychologue est mieux placé que quiconque pour observer le fonctionnement de l'intellect des hommes supérieurs, et il
continue en disant « Il m'a semblé que des individus doués de facultés créatrices exceptionnelles en art, en littérature ou en sciences étaient des sujets dignes d'être observés scientifiquement. » Cette observation scientifique va concerner le corps entier de ces individus et Toulouse propose d'examiner ces sujets sous toutes les coutures afin, dit-il, de préciser à quoi correspond anatomiquement et physiologiquement cette manière d'être spéciale. À cette fin, il fait appel à une série de spécialistes pour enregistrer divers aspects physiologiques de ces deux sujets, comme par exemple la pression de la main mesurée par un dynamomètre, l'analyse des mouvements latéraux des doigts ou la pression artérielle enregistrée par le sphygmomètre qui se révèle chez Zola forte. Et c'est ça, Zola. L'embonpoint du romancier empêche toutefois Toulouse de prendre un tracé cardiographique. Mais son tracé pneumographique ne pose pas de problème, et ainsi de suite. C'est au moyen de ces analyses que Toulouse construit une documentation compréhensive concernant le fonctionnement du corps de Zola dans ses moindres aspects. Pareil pour Poincaré. Par mécanisme interposé, Toulouse arrive à se faire une idée du mécanisme qu'est la physiologie du romancier. Il constate par exemple que la sensibilité cutanée de M. Zola est très développée, que le fameux nez du romancier, dont l'évocation des fromages aux halles dans le ventre de Paris était censée être la preuve, le nez tient de sa mémoire des sensations olfactives et qu'en résumé, les perceptions de Zola se caractérisent surtout par leur justesse et aussi par leur finesse. Autrement dit, l'exactitude de l'enregistrement physiologique chez Zola fait écho à l'exactitude des instruments par lesquels Toulouse en a pris conscience. Le génie devient lui aussi ainsi une espèce de mécanique d'enregistrement. Toulouse reconnaît cependant que le lien entre ces phénomènes physiologiques et la supériorité intellectuelle de Zola n'est pas toujours évident, mais il est néanmoins convaincu de leur utilité pour les scientifiques de l'avenir. Ayant la certitude que tous les faits tendent en dernière analyse à caractériser la supériorité intellectuelle et le génie, il affirme que les faits dont la signification reste obscure pourraient être d'un meilleur usage à d'autres observateurs qui seront heureux de les rencontrer dans ce travail. Selon lui, tout dans le corps du génie est susceptible, en principe, d'exprimer le génie, même si, pour l'heure, le déchiffrage n'en est pas toujours possible. Ni le cerveau, ni le diaphragme, ni le sang, élément associé par le passé au génie, n'est privilégié à cet égard. Mais il n'en reste pas moins que pour Toulouse, ainsi que pour les autres commentateurs, l'examen qu'il fait part d'un constat a priori concernant le génie. Pour Toulouse, ça ne fait pas de doute que Zola et Poincaré sont des génies, et il n'entre pas dans son projet d'imaginer que ce genre d'enquête puisse rendre possible la découverte de génies inconnus chez des individus qu'on ne connaît pas. Si Toulouse cherche à se distinguer de l'opinion publique sur la question en employant des procédures scientifiques, c'est cette même opinion publique, confortée sans doute par ses propres estimations, qui lui permet de sélectionner au préalable des sujets géniaux susceptibles de justifier ses recherches de laboratoire. Mais les explications physiques ne sont pas tout. Et ce qui intéresse le psychologue, c'est aussi la manière de penser ou
de ce qu'il nomme le mécanisme de l'esprit du génie, d'où sortent des œuvres exceptionnelles, qu'elles soient d'ordre littéraire ou mathématique. Là où au XVIIIe siècle, ce fut la manière de sentir qui caractérise le génie, l'imagination qui l'emporte sur l'intellect, l'accent est mis désormais sur cet intellect et notamment sur la manière de penser. Il s'agit chez chaque sujet de mécanismes différents et Toulouse ne cherche aucunement à réduire l'activité mentale du romancier Zola et du mathématicien Poincaré à un seul et même mode opératoire. Chez Zola, il note que l'activité intellectuelle était surtout volontaire, clairement consciente, surmontant le désintérêt, et le travail psychique ne continuait pas d'ordinaire après l'arrêt. Alors que chez Poincaré, c'est presque l'inverse. Monsieur H. Poincaré se sert de l'activité spontanée, automatique, intuitive pour la découverte et de l'activité volontaire, rationnelle, consciente, souvent déductive, pour créer la certitude et développer les conséquences. La créativité que Toulouse veut bien reconnaître au génie est conçue pourtant en termes de rendement et de productivité. Et la manière de penser se double de la manière de travailler, régulière et systématique chez Zola, chez qui Toulouse observe la capacité de travail et de bon travail, indice d'après lui de supériorité intellectuelle. Poincaré, par contre, consacre peu de temps, 2 heures le matin et 2 l'après-midi, à ses travaux mathématiques. Et Toulouse de noter en cours de route la répugnance de Poincaré à toute besogne administrative ou pratique, sentiment qui a sa cause dans son activité mentale particulière. Remarque susceptible d'intéresser les universitaires d'aujourd'hui qui aimeraient bien sans doute qu'on leur accorde la même compréhension à l'égard de cette répugnance. Le mode d'activité de l'esprit d'un génie étant mis en rapport avec son mode de travail, c'est justement en termes de travail qu'on évalue le génie, même si, comme chez Poincaré, le temps consacré au travail est réduit au minimum. L'importance que Toulouse accorde au travail est sans doute la preuve de ce qu'a fait Barthes dans le degré zéro de l'écriture, quand il fait remarquer que vers 1850, la valeur travail commence à remplacer la valeur génie. De toute façon, en ce qui concerne les travaux de Toulouse, on pourrait peut-être dire que la valeur travail devient la mesure selon laquelle on va désormais reconnaître la valeur génie. Le génie travaille plus ou mieux ou plus rapidement ou de manière plus intensive que le commun des hommes. C'est donc en cherchant à mesurer ou à définir le génie de manière précise qu'on finit par en faire une simple capacité de travail et de rendement. Quoi qu'il en soit, les travaux des psychologues sur la question du génie, où il s'agit d'en rendre compte aux moyens de calcul, d'expérience, de laboratoire, de mesure et de quantification, ne va pas sans rappeler le lourd compas d'Euclide, la manie des froids calculs et le doigt glacé qui mesure, que dénonçait Lamartine au début du siècle, sous prétexte qu'ils étouffent nos arts enchanteurs et les élans de l'âme et du génie. Si bien qu'on peut dire que l'ennemi du génie serait devenu le critère principal de son appréciation. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous promets un peu de pathologie la semaine prochaine.